bienvenue dans les vraies voix de l'été sur Sud Radio. C'est notre dernière avec le Brindel. Oui, avec la belle air. Voilà, aujourd'hui, on va se retrouver en duo le 26 août. Vous n'êtes pas encore débarrassés de nous. Bah, moi, je fais une petite pause JO, puis après, au mois d'août, je vous retrouve. Après les JO. Voilà. Alors, chers auditeurs, on est ensemble jusqu'à 19h pour parler de vos sujets d'actualité, que vous soyez au boulot, que vous soyez en vacances. On a envie de savoir vos préoccupations, les thèmes qui vous tiennent à cœur. Nous sommes là pour vous écouter, évidemment. Pour participer, vous appelez le 0826 300 300. On vous attend au standard. Notre débat de 17h30 pour la première fois depuis un siècle. La France accueille un événement sportif majeur. Les JO 2024 qui se dérouleront à Paris du 26 juillet au 11 août, suivi des Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Les premiers athlètes sont arrivés au village olympique hier et l'enthousiasme monte selon un sondage de nos confrères du Parisien. Cette grande fête que nous espérons spectaculaire pourrait également être un levier d'attractivité et de développement économique pour tout le territoire. C'est une occasion unique de se rassembler lors d'un moment festif et universel dont la nation a grand besoin. La dernière fois, vous vous rendez compte, c'était il y a 100 ans, les Jeux Olympiques d'été en France à Paris. Jamais nos champions se sont aussi méticuleusement préparés. Ça promet des émotions fortes. Pour notre grand débat de 17h30, nous vous posons la question, #JOP 2024. Allez-vous suivre les Jeux Olympiques et Paralympiques? Ça dit quoi? Alors, j'ai pas eu encore le temps d'aller jeter un œil sur le compte, mais on va vous tenir au courant évidemment de l'évolution de je vous ai ce piégé vote. Non, je vous ai pas m'avez piégé parce que j'ai pas encore voté, Frédéric. Ah d'accord. Voilà, vous nous répondez sur le compte X de Sud Radio, vous nous appelez évidemment pour réagir au 0826 300 300. Et puis notre coup de projecteur de 18h40, les engagements que nous devons prendre sont immenses parce que les attentes de nos compatriotes sont immenses. On peut pas les décevoir. C'est ce que a déclaré Yaël Braun-Pivet juste après sa réélection en tant que présidente de l'Assemblée nationale hier. Félicitée par le camp gouvernemental et saluée par la droite républicaine, cette élection ne plaît évidemment pas à la gauche qui déplore une alliance contre nature et un coup de force. Le RN parle de combine et d'un spectacle navrant, tandis que le parti d'Éric Ciotti qualifie cela de hold-up démocratique. Cependant, les résultats sont bien là. Certains groupes d'opposition tentent bien de trouver une faille constitutionnelle pour remettre en cause son élection. Pourtant, le perchoir est de nouveau et officiellement occupé par le groupe présidentiel malgré la dissolution. La question de notre coup de projecteur à 18h40, #Assemblée nationale. L'élection de Yaël Braun-Pivet est-elle finalement une victoire d'Emmanuel Macron? Vous avez eu le temps de voter, Judith, je peux vous lancer. Vous n'êtes pas piégé, allez-y. Et vous dites oui à 65%. Donc voilà, c'est assez clair, chers auditeurs. Vous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat, évidemment. Et puis nos éditorialistes du jour, cher Frédéric. Ah oui, alors bon, lui, c'est un ancien. Il a fait toutes les campagnes révolutionnaires, évidemment. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, un ancien grand syndicaliste. Ça va, cher Joseph? Très bien, je suis heureux de vous retrouver dans le studio de Sud Radio à Paris, en France, comme dirait Rémi à la météo, donc en France, comme le nom l'indique, qui est en France. Et puis on accueille René Chiche. René Chiche, vous êtes directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Et on est content de vous revoir. Et de moi aussi, je voilà, m'entends. C'est vendredi, c'est René. C'est vendredi. Voilà. Et alors, exceptionnellement, j'ai voulu m'asseoir sur le siège de Philippe Bilger pour que je sente pénétrer pour en moi. sentir son aura. Voilà, je sens pénétrer en moi son intelligence. Voilà. Ça y va, et je sens que je deviens intelligent là. Je le sens là. Ça promet. C'est ça. Et donc, alors, la petite dernière de la bande qui rejoint l'équipe, on l'aura pendant les vacances avec nous. Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles. Bonsoir Anne-Lorraine. Bonsoir Anne-Lorraine, bienvenue. C'est sympa ici. Oui, j'espère que la chaise aussi, je sais pas qui c'est assis ici. C'est moi d'habitude. C'est moi qui l'ai d'habitude. Ça devrait aller alors. Voilà, c'est ça. En plus, c'est ça, l'aisance. Voilà. C'est ça, tout de suite. C'est bon, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Et puis, on fait un petit point Tour de France, c'est ça, tout de suite. Allons-y. Allez, c'est parti. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son tour de France. Et nous sommes avec Pascal Chanteur. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tous et tous. Bonsoir à toutes et tous. On a vécu cela tout à l'heure sur Sud Radio en direct, la fameuse étape, la 19e, Embrun-Isola 2000, 144 km 600. C'était l'étape la plus haute de ce Tour de France. Et alors, une nouvelle fois, Tadej Pogačar s'est imposé. Il est intouchable, Pascal Chanteur. Il a sans doute gagné le Tour de France ce soir, le Slovène. Ah bien, aujourd'hui, il était clairement intouchable. Qu'il ait gagné le Tour de France, il a de plus en plus de chance et il est très 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 bien parti. Maintenant, je ne vois qu'une chute
ou un abandon sur l'épreuve pour ne pas gagner le Tour de France 2024. Il reste 2 étapes, dont cette année, rappelons-le, un final original, puisque le Tour de France ne pouvait pas arriver à Paris pour cause de Jeux Olympiques. Ça sera donc à Nice. Le classement général, premier Pogačar, Vingegaard deuxième à 5 minutes 03, Evenepoel, le Belge, troisième à 7 minutes 01, le premier Français, 13e, Guillaume Martin. Les écarts sont conséquents. C'est dire si là, on a peut-être, avec Tadej Pogačar, le plus grand champion de l'histoire du cyclisme, on compare déjà avec Merckx. L'un des plus grands, mais c'est clair qu'aujourd'hui, il s'est mis à l'abri d'un mauvais contre-la-montre lors du dernier chrono. Aujourd'hui, on sait que Vingegaard n'aura aucun moyen de rétablir la situation dans le sens inverse. On a vu aussi un état de fatigue très prononcé de la part de Vingegaard. Vingegaard, je pense qu'il peut perdre sa place de second, de dauphin de Pogačar lors du dernier contre-la-montre, parce qu'on connaît toutes les qualités du contre-la-montre pour Evenepoel. Le suspense, oui, ça sera le suspense. C'est un très grand champion, le champion de cette décennie, c'est clair. Et après, on verra encore, parce qu'il ne sera qu'à sa 3e victoire s'il venait à remporter ce Tour de France. Et il a remporté le Giro juste avant. Jamais ce doublé n'avait été fait depuis 1998. Merci Pascal Chanteur. Merci Pascal. Pas de problème, Sud Radio fait son Tour de France. Avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. Parlons vrai sur Sud Radio, vous le savez, Sud Radio c'est votre radio, vous nous appelez, vous réagissez au 0800 26 300 300, on file au répondeur. Jean-Pierre de Toulouse. La réduction Fillon depuis maintenant des années fait perdre à la protection sociale des milliards d'euros chaque mois. Donc, si le gouvernement a taxé les importations d'un côté et supprimé cette réduction Fillon, eh bien, il n'y aurait pas de problème de santé, de sécurité, de retraite en France. Ah, alors là, c'est une question et une réflexion technique. On va faire un petit rappel sur la loi Fillon, quand même, officiellement appelée réduction générale des cotisations patronales. C'est un allègement des cotisations patronales de sécurité sociale calculées sur la rémunération versée à chaque salarié. Cela permet à l'employeur de baisser le montant de ses cotisations patronales. Cet allègement concerne les salaires qui ne dépassent pas les 2827,07, c'est très précis, brut par mois. Bon, alors j'ai vu Joseph Touvenel tiquer. Ça, c'est un syndicaliste qui réagit à donc ce message de Jean-Pierre de Toulouse. Oui, c'est un peu plus complexe que ça. D'abord, Jean-Pierre, il a un très bel accent du sud-ouest. Évidemment. De Toulouse. Donc, bonjour aux Toulousains. C'est un peu plus complexe que ça. Le coût du travail en France est trop élevé. Et donc, ce qui peut faire baisser le coût du travail nous permet de mieux exporter. Il faut savoir qu'on y arrive très difficilement, qu'on a un déficit de la balance commerciale qui est de 1000 milliards. Je ne sais pas si vous voyez la somme de déficit commercial. Et donc, chaque année, c'est de 100 milliards, là, dans ces dernières années. Et donc, baisser le coût du travail, c'est pas une mauvaise chose. La protection sociale, évidemment, on doit la financer. Je crois qu'on la finance. Ce qu'il faut peut-être voir, c'est là où on pourrait trouver des économies. Et là, on a un certain nombre d'idées. Je crois que, d'ailleurs, la nouvelle Assemblée nationale devrait pouvoir s'y atteler et voir un peu comment on peut réduire des coûts. Alors il y a des gens qui disent, et ça ne me semble pas inconséquent, il y a par exemple l'aide qui est donnée systématiquement aux étrangers qui sont irrégulièrement sur le territoire national et qui bénéficient de plus d'aide, notamment prise en charge médicale, que celui qui travaille en France, français ou étranger d'ailleurs, et qui cotise à la sécurité sociale. Là, il y a un trou dans la raquette visiblement qui nous coûte 1 milliard par an. Bon. Donc finalement, René Chiche, si on écoute Joseph, en fait, le problème, c'est pas forcément toujours qu'il manque de l'argent, c'est que l'argent il est mal réparti ou mal utilisé, hein, peut-être. Oui, ça c'est possible. D'ailleurs, ça s'appelle plus, parce que les auditeurs, ça s'appelle plus la réduction Fillon. Maintenant, ça s'appelle la zéro contribution URSSAF. D'accord. C'est juste un petit rappel. Ils ont enlevé le nom, quoi. Voilà. Depuis le mois de janvier 2024. Justement, c'est tout l'intérêt de votre intervention, les vraies voix, parce que notre auditeur, lui, a dit ce qu'il avait sur le cœur. Il faut effectivement. Mais je crois que justement dans le débat actuel, on parle beaucoup de l'augmentation du SMIC. C'est l'un des grands débats là qui agite actuellement le Parlement. Moi, je crois que justement cette zéro contribution URSSAF, elle peut quand même favoriser le pouvoir d'achat
plein d'employés, de salariés qui sont justement à des bas salaires. Bon, et puis il faut quand même reconnaître, moi, je travaille dans un groupe qui s'appelle Entreprendre, donc je fais pas que le journal Entreprendre, mais il est vrai que parfois, je le reconnais moi-même, hein, je vais même peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, parfois les employeurs rechignent à augmenter. Paraît-il, oui. Ouais, franchement, alors qu'ils peuvent le faire sans aucun problème. Ils mettent toujours sur la table. Ça dépend des employeurs, si je peux me permettre. Oui, non, ça dépend des employeurs. Si on a une très grosse boîte, c'est plus facile que si on est un artisan. Alors, très bonne question. Voilà. Non, toujours, Julie, très bon toujours débat. de très Parce que justement, parfois, il y a même des petites ou des entreprises qui peuvent le faire. Et pourquoi ils le font pas alors? Parce que des fois, il faut bien le reconnaître, certains petits patrons rechignent à augmenter. Moi, je le dis ouvertement, j'en ai côtoyé pas mal, qui me disent ouvertement, non, on n'a pas envie. Alors, ils mettent toujours sur la table, non, c'est les charges. Non, puisque des fois, vous pouvez avoir des réductions de charges énormes. Donc, vous pouvez le faire, vous voyez. Donc, je pense que ça serait quand même une bonne piste de le faire, moi, d'utiliser à fond cette zéro contribution URSSAF. Anne-Lorraine Rousseau? Bah écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec monsieur Touvenel parce que effectivement je pense qu'il faut que je me rapproche du micro déjà. C'est bon, c'est fait. Première chose. Et ensuite, je pense effectivement que nos patrons ont quand même beaucoup de contraintes et ça leur fait pas de mal de temps en temps. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est pas ça. Vous avez raison. Mais effectivement, plutôt que de faire miroiter une augmentation du SMIC, est-ce qu'on laisserait pas aussi la charge aux patrons eux-mêmes d'augmenter les salaires et de coup alléger leurs charges aussi. Ça n'empêche pas qu'on veut faire les deux. Non, mais il faut inciter. Bah oui, mais on peut inciter. Ça c'est pas simple. Mais on peut inciter, mais il y a aussi cette fameuse zéro contribution qui incite quand même. Vous voyez, ça peut inciter. Bon. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Je vous en prie. Alors, allez, 0826 300 300. Vous continuez à réagir, chers auditeurs. On va, si vous me permettez, d'accueillir notre auditrice fil rouge du jour, Corinne, qui nous appelle de Chamonix. Bonjour Corinne. Bonjour Julie, bonjour Judith. Frédéric, bonjour. J'adore quand on me rebaptise comme ça. Bonjour Corinne. C'est le prénom de ma grand-mère. Alors ça c'était le plus beau des compliments ça. Alors Corinne, vous, ça tombe bien parce que vous nous introduisez notre débat de 18h40. Vous allez nous parler de l'élection d'Yaël Braun-Pivet à l'Assemblée nationale. Vous dites que vous, les arrangements vous dérangent pas finalement. Non, moi je suis contre que ce soit elle qui soit votée parce que je suis de gauche. Et je dis qu'il y ait des arrangements. D'accord, c'est le jeu, on joue et puis on gagne, on perd. Mais par contre, que Macron nous mette la Yaël Braun-Pivet... Ah, c'est pas lui qui l'a mis. Alors, oui, faut dire des choses justes. Il nous l'a mis, c'est son groupe qui l'a mis. Donc il nous l'a mis, elle qui a mis le plus de punitions, comme des enfants, la maîtresse, qui a fait le plus de 49.3, cette arrogance, vous savez, moi je vote, mais j'arrête de voter maintenant, c'est fini. Parce que je me dis qu'il y aurait peut-être avoir une personne un peu plus charismatique. Moi je suis anti-Macron, je vous le dis, je suis de gauche. Ah on avait compris. On avait compris, Corinne. Bon. Voilà. Allez, je suis la gauche Ruffin, voilà. Ok. Comme ça, les choses sont claires. Ah bah ça c'est clair. Donc, du coup, je veux dire que cette arrogance, on remet une personne, quand il a dit j'aime les amateurs, oui, je trouve que quand elle donnait des punitions, pas d'explication, pas de discussion avec la maîtresse, avec ses petits-enfants. On a entendu, Corinne. Je voudrais juste donner la parole à Anne-Lorraine Rousseau très rapidement, parce que une petite réaction quand même avant la pause. Alors, si je peux la défendre quand même un petit peu, je dirais quand même qu'elle est maîtresse, mais elle a quand même une classe d'enfants en face d'elle, donc il s'agirait pour elle quand même de mener un peu à la baguette tout ça, parce qu'on voit que c'est quand même un peu le bazar, et la gauche n'est pas irresponsable dans tout ça. Après, je comprends Corinne qui dit qu'elle a plus envie d'aller voter. Je pense que c'est un problème pour beaucoup de Français, parce qu'effectivement, ils ont voté à 2 reprises récemment, et en fait, ils ont l'impression de ne pas être écoutés, parce qu'au bout du compte, on a l'impression que c'est toujours Macron qui gagne. Et voilà, l'élection de Yaël Braun-Pivet le prouve une nouvelle fois. Mais en même temps, je pense que c'est pas forcément. Je suis pas du tout d'accord. Je pense pas que ce soit on en parlera après. Il arrête pas de lui couper la parole. Il sait que c'est sa première. Vous voyez l'ancien René Chiche. Il essaie de la prendre. C'est une victoire tiède, je suis d'accord. Mais la symbolique, quand on entend Corinne, en fait, on comprend. La symbolique, c'est punaise, on voulait d'autres visages et on retrouve les mêmes personnes. On a Gabriel Attal qui reste à Matignon et on a Yaël Braun-Pivet qui reste au Perchoir. Il va pas rester très longtemps. Pour le moment. Allez, vous restez avec nous, juste. Après la pause, vous allez avoir les 3 mots de l'actu de Philippe Mathieu, n'importe quoi. Félix, pardon. Ne serait-ce pas la folie de René Chiche qui nous contamine dans ce studio. Voilà. Allez, restez avec nous, à tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons là, sa chambre pour notre dernier jour avec vous. Oui. C'est les vraies voix de l'été, vous l'aurez compris. Hein. Alors, avec nous autour de la table, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social. L'inégalable. Bravo. Bravo. Alors, je vous demanderai également de faire une ovation à René Chiche, directeur des rédactions du Bravo. groupe. Bravo. Alors, excusez-moi. Salut Fredo, salut Juju. Oh, c'est mignon. Et Anne-Lorraine Rousseau, c'est la première journaliste pour Valeurs Actuelles. Bienvenue pour votre première. Bravo Anne-Lorraine. Comment avez-vous trouvé ces premiers pas, Joseph, à Anne-Lorraine? Mais enfin, je ne vais pas vous dire catastrophique à l'antenne, enfin. Ne serait-ce que parce que je suis d'origine de la Lorraine, donc de toute façon. Et en plus, ce n'est pas René Quiche. Attends, mais vous faites du Philippe David. Sans jamais l'égaler. Merci Maxime, merci. Notre réalisateur a fait le son qui va avec. D'habitude, c'est moi qui le fais avec ma bouche. Allez, c'est les 3 mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots, Félix Mathieu. Pardon. Avec ma bouche, moi aussi. Panne, répartition et abandon. Un logiciel lié à Microsoft fait le coup de la panne et des aéroports, des gares, des banques, des bourses, des chaînes de télé se retrouvent en carafe dans le monde entier. Le bug a aussi touché les Jeux Olympiques de Paris. Les députés s'attaquent à la répartition des postes clés à l'Assemblée après la reconduction de Yael Braun-Pivet à la présidence hier. Ambiance houleuse sur fond d'accord décrié entre LR et macronistes. Et puis des bruits de couloir prévoyaient un abandon de Joe Biden sans doute dès ce week-end dans la présidentielle aux États-Unis. Sa directrice de campagne vient de démentir. Selon elle, le président reste absolument dans la course. Les vraies voix Sud Radio. Due to an international incident in computer systems, your flight may be affected. Please check with your airline. À cause d'un incident international du système informatique, votre vol a peut-être été affecté. Des files d'attente, des vols annulés, des voyageurs renvoyés chez eux dans des aéroports du monde entier. Et tout ça à cause de la mise à jour d'un logiciel partenaire de Microsoft qui se serait mal passé. Et ça fait planter en cascade une série d'outils bureautiques proposés par le numéro 1 mondial de l'informatique. Des perturbations dans les transports, sur les chaînes de télé, dans les secteurs aussi divers que les banques, la bourse, même l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 a été touchée du côté de la remise des accréditations et des uniformes. Alors, avec un impact fort heureusement limité, rassure cet après-midi le COJO, le comité d'organisation. Journée de crise, en tout cas pour les services d'investigation de Microsoft, nous explique Loïc Guézot, expert en cybersécurité. Tous les services aujourd'hui de notre société moderne sont connectés et la plupart sont dépendants du système Microsoft. Ceux touchés par cette panne sont ceux qui utilisent le logiciel tiers, a priori CrowdStrike. Une mise à jour d'un logiciel de sécurité qui se passe mal, c'est un défaut de qualité. On peut imaginer qu'il n'y a pas eu assez de tests de non-régression de la solution. Il faut analyser maintenant comment revenir en arrière et repartir sur une situation stable au niveau mondial. En général, c'est quelques heures, mais l'impact métier, on va chiffrer ça en centaines de millions de dollars dans la journée. Loïc Guézot, expert en cybersécurité avec Thierry Guerrier sur Sud Radio. Deuxième mot, la répartition des postes clés a débuté à l'Assemblée nationale. Les présidents de groupe ne sont pas parvenus à un accord ce matin en réunion. Ambiance détestable, racontent même ceux qui ont participé. Alors qu'à cela ne tienne, il va falloir voter pour élire chaque vice-président, chaque questeur. Et se dessine un scénario, un accord entre LR et macronistes au détriment du nouveau Front Populaire et du RN. Hier, déjà, le communiste André Chassaigne a perdu la présidence de très peu. Quelques voix derrière la sortante macroniste, Yael Braun-Pivet. Les LR, tendance Wauquiez, ont fait la différence. Pierre Cordier, député de la droite républicaine des Ardennes, défend un choix de la raison. En réalité, j'ai plutôt voté contre les Insoumis, pour tout vous dire. Moi, là-dessus, les choses sont claires. J'ai assisté, si vous voulez, ces 2 dernières années à une bordélisation de l'Assemblée nationale que je ne peux pas accepter. Donc, je ne vais pas vous dire que j'ai voté d'une grande gaieté de cœur et ça m'a coûté, je vous le dis franchement, de voter Yael Braun-Pivet. J'ai beaucoup de respect aussi pour André Chassaigne, parce que c'est quelqu'un, j'ai voté un de ses textes, d'ailleurs, sur les retraites pour les époux, épouses de conjoints agriculteurs, parce que son texte était intéressant. Mais voilà, André, s'il y avait des André Chassaigne dans le groupe de gauche, je serais heureux, mais il y a aussi quelques hurluberlus que je ne voulais pas voir accéder à des responsabilités. Je ne voulais pas voir la France bordélisée. Le député LR, tendance la droite républicaine des Ardennes, Pierre Cordier avec Benjamin Glaise ce matin sur Sud Radio. Troisième mot, abandon. La directrice de campagne de Joe Biden assure qu'il se
se maintient dans la course. Le président sortant reste absolument dans la course, assure-t-elle, alors que plusieurs médias américains affirment pourtant qu'il pourrait jeter l'éponge dès ce week-end, vu les doutes sur sa santé physique et mentale. Après George Clooney, même Barack Obama l'inciterait à laisser quelqu'un d'autre se présenter à sa place, selon les bruits de couloir. Pourquoi pas Kamala Harris? En tout cas, pendant ce temps, Donald Trump vit sa meilleure vie après sa tentative d'assassinat. Couronné à la convention du Parti républicain, il invoque le divin qui l'aurait sauvé, tout comme son fils à la tribune. Eric Trump a sorti les violons. Dad, 5 days ago, Laura, Papa, Luke, il y a 5 jours, Lara, Luc, Carolina et moi avons retenu notre souffle en voyant le sang couler sur ton visage. Par la grâce de Dieu, l'intervention divine et tes anges gardiens, tu as survécu. Donald Trump qui écoute son fils avec une petite fille venue s'asseoir sur ses genoux en plein meeting. Communication maîtrisée d'un côté, comme en contraste avec la débandade forcément côté démocrate. Merci Félix. On l'avait dit, c'était un de nos débats cette semaine. Ça va retourner la Tout un campagne. programme. Bon, notre débat de 17h30 qui arrive dans un instant pour la première fois en un siècle. La France accueille les Jeux Olympiques 2024 à Paris et puis vous le savez, les Jeux Paralympiques. L'arrivée des premiers athlètes au village olympique hier a déjà suscité un engouement croissant, comme l'indique un sondage du Parisien. Dans un instant, nous vous posons la question JOP 2024. Allez-vous suivre les Jeux Olympiques et Paralympiques? Nos sportifs sont prêts, ambitieux, parfois favoris. Nos enceintes sportifs brillent. La fête peut commencer. Dites-nous si ça vous excite au 0826 300 300 pour participer au débat et donnez-nous votre avis sur le compte X Sud Radio où ça y est, Judith a voté. Oui, j'ai voté et donc je peux voir vos votes, chers auditeurs, effectivement. Et vous dites que non, vous n'allez pas les suivre. Alors à 91%, c'est dommage, j'ai envie de dire. Bah oui. Allez, donnez votre compte, votre avis si vous êtes pour le oui sur le compte X de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été sont avec vous. Sacré trio ce soir. Ouais, il y a de l'ambiance en studio. Ouais. Et puis on évite les crises de fou rire, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Voilà. Allez, Joseph Touvenel, vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social. René Chiche, vous êtes encore directeur des rédactions du groupe Entreprendre. Jusqu'à ce soir. Anne-Lorraine Rousseau, vous êtes journaliste pour Valeurs Actuelles. On espère pour longtemps. Allez, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Pour la première fois depuis un siècle, la France a rendez-vous avec un événement unique et majeur pour le sport, les JO 2024, qui pour rappel se déroulent à Paris du 26 juillet au 11 août 2024, sans oublier les Jeux Paralympiques qui sont du 28 août au 8 septembre. Les premiers athlètes sont arrivés au village olympique hier et l'enthousiasme monte, selon un sondage de nos confrères du Parisien. Alors, cette grande fête que nous espérons spectaculaire et unificatrice sera-t-elle aussi un levier majeur d'attractivité et une opportunité de développement économique pour tout le territoire? En tout cas, c'est une occasion de se rassembler lors d'un moment festif et universel dont le pays a plus que jamais besoin, c'est chose certaine. Parlons vrai. Des Kenyans, des Colombiens, des Coréens, des sportifs de toute la planète s'entraînent dans nos régions depuis quelques jours. Certains se sont déjà installés dans le village olympique. Des gens du monde entier parcourent en ce moment même les rues de la capitale et des villes hautes, Marseille, Lille, Saint-Étienne. Et puis nos sportifs envahissent nos écrans, souriant, quémandant notre soutien. Les frissons nous traversent. Il se passe quelque chose d'historique en France. La question du jour, allez-vous suivre les Jeux Olympiques et Paralympiques? Alors ça a tout petit peu bougé d'1% sur X. Vous dites non à 90%. Vous pouvez continuer à voter pour dire oui aussi, vous savez. Et donner votre avis évidemment au 0826 300 300, même si vous n'avez pas envie de suivre les JO en question. Nos vraies voix déjà? Oui, on les a dit déjà à l'instant. Non, mais justement, sur leur avis. Oui, d'accord. Anne-Lorraine Rousseau, vous êtes sportive, ça va vous passionner? Moi, je trouve ça hyper drôle, les JO. Enfin, il y a plein de catégories de sports qu'on connaît pas. J'ai découvert qu'il y avait des JO de trampoline, voilà, par exemple. Donc, je pense que ça peut être assez drôle à voir. Je me souviens qu'à Tokyo, j'avais découvert les JO d'escalade. Je savais même pas qu'il y avait. Enfin, en fait, ça paraît logique qu'il y en ait. C'était la première fois l'escalade à Tokyo, et là, on remet ça. Et c'était assez impressionnant à voir. Et puis, il y a quand même des gens qui font de ça leur métier. Alors, franchement, c'est quand même l'occasion pour eux de se montrer et nous de le voir, et peut-être des jeunes de se lancer. Pourquoi pas? Joseph Touvenel, c'est aussi finalement ce que je disais un petit peu dans l'introduction. Les JO, ils vont contribuer à renforcer l'unité nationale normalement et peut-être une espèce de forme de fierté collective.
On le verra. Alors là, les réponses, moi j'aurais tendance à dire, oh ben non, les JO, je vais pas les suivre, etc. Et puis l'esprit chauvin va gagner. Et dès qu'il y aura l'espoir d'une médaille, d'une victoire française, tout le monde va je regarder. me précipiterai derrière mon poste pour applaudir et pour insulter l'arbitre si on n'a pas la médaille. Enfin, non, vous ne faites pas ça, Joseph. S'il n'y a pas la médaille. Pas vous, Joseph. Puis je vais remarquer, vous nous avez parlé de ceux qui arrivaient, qui s'entraînaient, les équipes étrangères, mais les Parisiens s'entraînent depuis déjà plusieurs semaines en évoutant les blocs de béton, les barrières, les trous, etc. Les travaux. On est à fond, on est à bloc, on est échauffé. On a vu arriver d'ailleurs c'est hier matin, il y en avait plein Paris, cette délégation étrangère tout en bleu avec un sifflet et un carnet à souche qui récoltait 135 € par personne. Oui, c'est vrai. Ouais. Que ça soit piéton, vélo, voiture. Donc, on est à fond, on est à bloc, on est dedans. Madame Hidalgo a pris l'eau, et vous connaissez le dicton. Quand Hidalgo prend l'eau, les JO sont aux eaux. C'est pour ça qu'on le met derrière des grilles. Voilà, ça c'est la formule de Joseph. Cher René Chiche. Alors, vous le passionné, parce que vous aimez ça. Alors, attention. C'est un événement magique. Ah oui, mais alors vous ne connaissez pas du tout. Nuance. Non, j'aime qui vous êtes. Non, j'aime le sport. J'aime le sport. Mais vous voyez, pour moi, les Jeux Olympiques, je ne suis jamais friand. Parce que d'abord, comme l'a dit si justement Anne-Lorraine, il y a d'abord une multitude de sports, de disciplines. Donc effectivement, il y a de l'escalade, il y a du trampoline, et il y a du skateboard, il y a du pentathlon, il y a du breakdance, il y a du breakdance. Et le pentathlon. Oui, alors justement, bientôt ils vont nous mettre aussi du baby-foot, de la chasse aux papillons. Vous voyez, moi je trouve qu'en fait, les Jeux Olympiques, c'est devenu une sorte de gâteau énorme à la chantilly, et quand il y a trop de choses... Vous n'aimez pas la chantilly, René Chiche? Non, mais quand il y a trop de choses, je trouve ça un petit peu, moi, écœurant. Puis d'ailleurs, en plus, moi, il y a tellement de sports, tellement... Alors en plus, c'est assez compliqué, les Jeux Olympiques. Hein. Je sais que vous êtes un grand fan, un grand journaliste sportif, un grand fan de sport, mais c'est compliqué. D'abord, ça tombe pendant les vacances. Alors moi, je voulais dire, je vais regarder juste la cérémonie, même si je serai en France, pas à Paris, mais je vais quand même regarder la cérémonie. En tout cas, vous venez de battre le record de rapidité de phrase, là. Ah oui, je vais la cérémonie. Par contre, les épreuves, je ne peux pas regarder, à part peut-être un classique, je vais peut-être regarder 100 mètres, voilà, le sprint, 100 mètres. Mais vous voyez, il y a tellement de choses, je trouve qu'on s'y perd. Il y a les qualifications, le premier tour, le second tour, on passe du judo, allez, tout d'un coup c'est l'aviron, après on n'y comprend plus rien, excusez-moi. Moi je ne suis pas du tout friand. Vous voyez, autant je suis friand trop de choix, tu le choix, quoi. Laissez-moi parler, Madame Belair. Oh là là, laissez-moi parler. Laissez-moi parler, je n'ai parlé que 10 minutes, c'est le dernier jour, ensuite je quitte la France, alors laissez-moi parler. Ah bon? Non, je plaisante. Non, ce que je veux dire, excusez-moi, je plaisante, bien sûr, vous me connaissez. Non, ce que je veux dire, c'est que... Qui vous connaît, qui ne vous connaît pas? Vous connaissez. Non, ce que je veux dire, c'est que... Alors, arrêtez de couper, René. Non, ce que je veux dire, autant un seul événement j'adore, vous voyez, la Coupe du Monde de foot, le tournoi destination, Roland Garros, le Tour de France cycliste. Le Tour de France, un peu moins qu'avant, mais quand même, c'est un petit peu... Ouais, mais un peu moins qu'avant, quand même. Un grand match de boxe. Mais les JO, tout ça, pendant 3 semaines... Un combat de... Oui, pardon. Attention. Bah, j'ai fini alors. C'est pas un match. Allez, 0800 26 300 300. Vous savez, vous, auditeurs de Sud Radio, vous pouvez réagir à ce que vous entendez à notre antenne. Oui, mais est-ce que moi je peux... Cette fois-ci, c'est Judith qui parle. Voilà, là je parle. Là je parle et j'accueille nos auditeurs. Alors, déjà, Corinne qui nous appelle de Chamonix et qui est notre auditrice fil rouge. Oui, bonsoir. Alors, je voulais dire à Monsieur Touvenel que je suis Lorraine aussi, je suis née à Yange. C'est très dans la voix, l'intelligence, la sensibilité et la beauté. Faut pas exagérer. Alors Corinne, vous, tout ce qui vous intéresse, c'est que vous êtes contre la politique de Macron et que vous vous en foutez, on peut parler vrai sur Sud Radio, des JO. Vous n'êtes pas passionné? Non, mais moi je considère que, vous savez, donner des jeux pour faire croire à une société décadente, qui a des dettes, que rien ne va, que rien n'avance, qu'il n'y a pas de social, que les jeux vont nous réunir ou vont faire des belles choses. Je pense que nos sociétés vieillissantes, nos sociétés décadentes, elles ne devraient plus organiser des Jeux Olympiques. D'ailleurs, plus personne ne veut vraiment les avoir. Hein. Donc, moi, ça m'embête que le peuple se réunisse sur des jeux. Le peuple devrait se réunir sur des fondamentaux, c'est la laïcité, c'est l'entraide, c'est aider les pauvres, aider les handicapés, aider les gens sans abri. C'est un peu ce que véhiculent les Jeux Olympiques. Les Jeux, oui, aider les handicapés, l'Union nationale. Tout en bloquant les trottoirs quand même. Non, parce que justement, on prend des sociétés privées qui vont sponsoriser. Si on mettait toute cette énergie à faire des grands projets, je vais vous dire, vous faites un grand projet logement, un très grand projet logement, je vais vous dire, ça va faire diminuer les salaires de 30%, enfin, du loyer
loyer qu'on paye. Et je vais vous dire, là, ça va unir les Français. Et là, on recevra des jeux, on sera tous heureux, on sera tous contents. Et quand la société était riche, était belle, on les a bien reçus, on les a bien fait, on a été super. Là, la société, elle est en déliquescence. Et je trouve que se nourrir que du jeu, je trouve qu'intellectuellement, c'est un peu petit. Allez, voilà. Corinne, on vous a bien entendu. On va pour peut-être maintenant. Voilà, on a Frédéric de Paris qui lui est très content. Très bon prénom Frédéric, déjà. Oui. Oui, bonjour. Qui dit Frédéric dit passionné des Jeux Olympiques. Voilà. Ça rime, hein. Oui. Et vous trouvez que en fait le pessimisme ambiant, ça fait un peu gaulois réfractaire, quoi. Hein, c'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire, ça fait des mois que j'entends sur les ondes, un peu partout, on donne la parole aux journalistes, excusez-moi mesdames et messieurs les journalistes, aux journalistes et aux auditeurs qui sont contre. J'entends toutes les raisons qui font qu'ils sont contre. Corinne, qui vient de parler, dit on est plus riche, etc. Il y a 100 ans, on a reçu les Jeux en 1924. On sortait de la Première Guerre mondiale, une génération avait disparu. L'Est de la France était fracassé. Et pourtant, on a fait les Jeux parce que l'idée de 2024, c'est de réunir les gens, mais pour un moment. Il s'agit pas de résoudre tous les problèmes de la France, c'est de réunir à un moment en France, à Paris, toutes les nations, deux nations qui viennent, des équipes qui sont riches, des équipes qui sont pauvres, et qui toutes, riches ou pauvres, rêvent que d'une chose, c'est Paris, la France. Et faire les Jeux en France, pour eux, c'est extraordinaire, et on voit les premiers athlètes qui sont arrivés, ils en pleurent presque déjà avant même d'avoir commencé leur entraînement dans les sites d'entraînement. Ces Jeux, ça doit être un moment alors où on s'est réunis, je sais pas, mais au moins où on essaye à un moment de dire la France va briller dans le monde pendant 17 jours, plus les Jeux paralympiques qui sont quand même très importants. 11 jours, on va regarder la France avec un autre regard. Déjà, regarder le Relais de la Flamme, ça fait 2 mois et 10 jours. C'est un relais extraordinaire. C'est un succès populaire. Hein, c'est un succès populaire. Il y a eu plus de 5 millions de personnes au bord des routes. C'est un succès extraordinaire. J'y suis allé plusieurs fois. C'est fabuleux. Et je vois les gens, ils voient passer la flamme. Certains pleurent parce que il y a une idée, vous voyez, il y a une idée que la France est capable de faire briller le monde à un moment donné. Et c'est aujourd'hui, Frédéric, effectivement, Frédéric, c'est aujourd'hui la seule fête universelle encore. Et c'est vrai que de voir tous ces gens, vous les verrez venus du monde entier, du Tonga, du Jamaïque, c'est magnifique. C'est ça, les Jeux Olympiques. On a Félix Mathieu avec nous. Félix, vous avez un invité qui est Benoît de Saint-Cernin. Oui, puisque l'un des enjeux de ces JO, ça va être la sécurité évidemment. Avec des emplois d'agents de sécurité à la clé. Certains sortent d'école en ce moment même, figurez-vous. Ils vont sans doute pouvoir être opérationnels pour les Jeux. On n'a pas encore tout le personnel, c'est ça, hein, non, c'est ce qu'on va voir dans un instant, puisqu'aujourd'hui, figurez-vous, à l'école européenne de sécurité privée à Versailles, eh bien, les candidats passaient leurs examens de fin de formation. Et ça tombe bien, nous sommes en ligne avec le directeur et fondateur de la dite école. Bonsoir, Benoît de Saint-Cernin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, et merci de nous avoir fait parvenir l'enregistrement d'un de ces exercices du jour à l'école européenne de sécurité privée de Versailles. On l'écoute alors. Une sorte de mise en situation d'un candidat face à un spectateur qui arrive complètement ivre. Alors on va écouter l'extrait avant de revenir vers vous, Benoît de Saint-Cernin. Oui, bonjour. Ok. Vous allez bien, monsieur? Moi? Oui. Oh, je vais très bien, mais pourquoi vous me touchez là-haut? Vous avez pris un peu d'alcool? Non, je vais un peu d'eau. Attendez. PC 2 kilos. J'ai un homme en état d'ébriété. Hein? Vous parlez de moi là? C'est moi qui est en état d'ébriété, monsieur? Attendez, monsieur, je suis très calme, monsieur, d'abord. Je peux rentrer là parce que j'ai mon billet. Ça va pas être possible de te rentrer. J'ai payé mon billet. Oui, mais vous n'êtes pas dans votre état normal, monsieur. Laissez-moi rentrer là. PC 2 kilos. Le monsieur devient agressif. Je suis pas agressif. J'ai quoi ça? Il y a reçu. Bon, alors c'est ce qu'on appelle un cas pratique. On espère que vous n'avez pas fait boire un figurant. J'imagine que c'est très bon comédien. Un examinateur qui joue le rôle du monsieur ivre. Est-ce que le candidat qu'on entend face au monsieur réagit bien? Oui, absolument. En fait, ce genre d'exercice pratique fait qu'on va confronter nos élèves à des situations difficiles. Là, vous avez eu le monsieur avec un coup dans le nez. Vous avez le monsieur qui n'a pas de passe pour entrer dans la zone VIP, mais il connaît le président, donc lui, il doit passer et il force. Vous avez des gens qui cachent quelque chose sur eux, que ce soit une arme, un couteau ou autre.
Et en fait, l'examen, qui est un examen officiel, écrit par le ministère de l'Intérieur, nous oblige à confronter nos élèves, évidemment, à des situations difficiles, parce que la situation du gars sympa qui est content d'être contrôlé, c'est trop facile à faire. Donc, on ne fait que des situations compliquées. Question de nos vraies voix, Anne-Lorraine Rousseau. Et je me demandais comment ça s'est passé par rapport aux forces étrangères qui sont venues filer un coup de main. Est-ce qu'elles aussi ont eu la même formation? Comment tout ça s'est coordonné? Je ne sais pas si vous en savez quelque chose dans votre école, mais voilà, moi je les croise à Paris. Et je me dis, tiens, les Espagnols aussi, je me dis, comment ils ont été, eux, formés à ce genre de situation et pour contrôler tout le monde? Alors nous, en fait, en France, on a été missionné par une institution qui s'appelle le CNAPS, qui est le Conseil national des activités privées de sécurité, qui dépend du ministère de l'Intérieur et qui a fait un super boulot. Je suis ravi d'avoir l'occasion de le dire à l'antenne, mais ils ont fait un super boulot avec France Travail. Et ils nous ont donc demandé de former des Français et de former des étudiants selon un programme qu'on appelle un peu improprement un programme spécial JO. Et nous, on a tourné à plein régime pour ça. Les forces étrangères dont vous parlez, elles arrivent avec des compétences particulières, par exemple des compétences de détection d'explosifs ou de choses comme ça. Et c'est cette expertise-là que la France a sollicité auprès de ces pays. Ce n'est pas la mission qui nous a été donnée à nous de sécurité, si vous voulez, des points d'accès, ce qu'on appelle les points de filtrage. Donc c'était vraiment une autre mission. Et en fait, ce partage, il a lieu tout le temps. Dans tous les grands événements internationaux, chaque pays prête, on va dire, une compétence particulière. Donc là, il est normal que la France ait demandé à ces pays-là, mais c'est pas du tout la mission qu'on a demandé aux écoles comme la mienne. D'accord. Question de René Chiche. Voilà. Bonsoir, mon cher Benoît, c'est René Chiche. Est-ce que... non, mais ça... Bonsoir, Benoît. Alors, je voulais savoir combien de temps a duré la formation de ces étudiants, et lorsque vous avez certainement dû recaler certains étudiants, pourquoi les avez-vous recalés? Alors, la formation, elle a été écrite par l'État, et c'est une formation qu'on a appelée PSGE, qui voulait dire préparation à la sécurité des grands événements. Ouais. Et en fait, les premières promotions de mon école, elles ont travaillé à Roland-Garros. Les JO, en fait, c'est un des événements. Et donc, on leur fait passer l'épreuve théorique. C'est exactement comme le permis de conduire. Vous avez des questions, vous en avez 80 et vous devez bien répondre. Vous répondez mal, vous êtes ajourné. Premier type d'ajournement, et chaque élève a des questions différentes. Donc, ça sert à rien de regarder sur son voisin. Et ensuite, vous avez l'épreuve dite pratique, c'est l'extrait sonore que vous a passé Félix tout à l'heure, où là, le jury va contrôler si la personne est capable de gérer une situation compliquée. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était la dernière session, on en a passé 71, on doit avoir au moins 4-5 échecs de gens qui ont soit raté l'épreuve théorique, soit ont raté l'épreuve pratique. Sur les 71, à la minute où je vous parle, on en a déjà 5 qui ont échoué, ce qui est triste. Et à la minute où je vous parle, à 10 mètres de moi, les examens continuent parce que je pense qu'on n'aura pas fini avant 20h, parce que c'est assez long de faire passer tout ça. Et il y a beaucoup de stress évidemment chez les jeunes, mais il faut reconnaître qu'on a eu beaucoup de candidats, parce que quand même, une dame parlait avant moi de l'argent dépensé, etc. Il est vrai que l'État a dépensé de l'argent pour attirer des gens dans le domaine de la sécurité privée avec des super primes d'incitation. Par exemple, les élèves que j'ai aujourd'hui qui terminent à l'école, ils vont tous toucher pratiquement 950 € de primes pour être venus à l'école et pour avoir passé les examens. C'est un cadeau, c'est une prime. Donc ça a été remarquablement fait. Hyper bien géré par France Travail et le ministère, mais c'est quand même beaucoup d'argent. En un mot, les candidats qui passaient l'examen aujourd'hui, ils pourront être opérationnels pour les JO, ils vont être employables immédiatement. Il y a encore des emplois à pourvoir? Ah oui, il y en a encore des emplois à pourvoir. Nous, en fait, les élèves qui réussissent aujourd'hui, on transmet dans la soirée au ministère, donc au fameux CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité. On transmet ceux qui ont réussi, et ils vont recevoir dans la semaine prochaine leur carte professionnelle. Et là où c'est vachement sioux, le truc, pour être honnête, c'est que cette carte, elle va permettre à ces jeunes de travailler en sécurité privée sur tous les événements de plus de 300 personnes pendant 5 ans. Les JO, c'est juste le point de départ, en fait. Ouais. Belle aventure professionnelle. Allez, Joseph Touzal, une petite question pour finir. Une dernière réaction, oui. Oui, alors aujourd'hui, on sait qu'il manque encore plusieurs milliers d'agents de sécurité, même s'il y en a énormément et des milliers qui ont été formés. Le problème, c'est que les JO, c'est pas tous les ans. Et donc, est-ce qu'il a été aussi envisagé la suite pour
pour ces milliers de jeunes qui se sont formés, qui se disent ça y est, maintenant je vais avoir une carte professionnelle. C'est pas aussi simple parce que j'ai vu comment pratiquement on pouvait aller chercher la carte professionnelle. Ça va poser des problèmes pratico-pratiques, mais enfin c'est peut-être pas le moment d'en parler. Mais visiblement, demander à quelqu'un qui habite en grande banlieue d'aller le matin chercher un pass et d'aller chercher un pass tous les matins parce qu'ils sont renouvelables tous les jours pour rentrer sur les JO, ça va poser des problèmes très pratiques. Mais ces milliers de jeunes formés n'auront pas tous des postes par la suite. Et donc, est-ce qu'on a pensé aussi à la suite pour eux? Oui, alors et assez vite, s'il vous plaît. Voilà. Oui, en 2 temps. D'abord, toutes les entreprises qui s'occupent de la sécurité des événements en Ile-de-France ont besoin de ces jeunes. Et ils les ont déjà tous appelés, nous on en a formé à peu près 300. Et ensuite, il y a une solution qui a été mise en place pour que les jeunes qui auraient envie de continuer puissent continuer leur formation et avoir d'une certaine matière une carte professionnelle définitive. Donc oui, l'avenir a bien été écrit et honnêtement, et le CNAPS et France Travail a fait un boulot là-dessus, nickel. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Et la procédure que vous venez de décrire, j'ai donc pas le temps si j'ai bien compris. Malheureusement, ouais. Mais honnêtement, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que vous imaginez. Et quand les gens sont bien rentrés dans les tubes, en fait, c'est beaucoup plus simple. Merci beaucoup. Merci Benoît de Vive les Jeux Olympiques. On rappelle que vous êtes directeur et fondateur de l'école européenne de sécurité privée de Versailles. Et puis, dans un instant, on va jouer. Le quiz de l'été. C'est le moment préféré du Brindel. Je vous donne le thème tout de suite. Allez-y, faites-vous le plaisir. thème, on y est, Paris 2024, ça sera Paris le thème. Bon, c'est pas vrai. Oui. Allez, à tout de suite. Judith Belair, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été Sud Radio sont avec vous. Nous sommes avec Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse, et Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Et tout de suite, on joue avec notre auditrice Corinne de Chamonix. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Corinne, vous allez faire équipe avec l'une des 3 vraies voix. C'est à vous de choisir. Vous formez un duo, ça sera 2 contre 2. Le vainqueur est celui qui donne 4 bonnes réponses. Il faut trouver l'interprète de la chanson. On vous écoute. Je vais prendre la dame, c'est Madame Rousseau, je crois, parce que. Mais par contre, je suis pas d'accord avec ses idées. Bah mais oui, je la prends. je suis très étonnée. Mais je suis ravie de faire équipe avec vous. Mais c'est très bien, ça fait une équipe. Alors vous savez que la mixité est à l'honneur dans les Jeux Olympiques. Il y a plein d'épreuves mixtes, ça va être superbe. Et donc ce sont vous, mesdames, donc Anne-Lorraine et Corinne contre Joseph, et qui est tout content d'être avec René. Le thème JO, allez, extrait Paris, le thème Paris. Paris. Qu'est-ce qu'on veut dire? Le nom du chanteur, de quoi? Le nom du chanteur. D'accord, ok. C'est encore plus dur. Allez-y bien fort, Corinne. Ouais, ça va être facile là. Jacques Dutronc. Bon voilà, ça y est, c'est fini, voilà, on peut on s'en peut aller arrêter là. C'est vrai que ça a été vite. Joseph, tu peux aller boire un café, il n'y a pas de souci. Il est 5h, Paris s'éveille. Ça fait 1-0, mais rien n'est joué. Celui-là aussi, il est facile. Extrait numéro 2. Edith Piaf. Moi, j'ai des erreurs 404 dans mon cerveau. En fait, je le sais, mais le temps que ça sorte. Padam, padam, padam. C'est magnifique. Mais le score est magnifique aussi, le score. Attendons de voir la Yana Kamura qui va chanter. Ça fait 2-0. Ouais, Corinne, accrochez-vous, criez bien fort, Corinne, même si c'est impossible de crier plus fort que René Chiche. On est d'accord. Extrait numéro 2. 3. C'est horrible. Allez-y, Corinne, vous avez dit qui? Bobby Lapointe? Non. C'est plus jeune et c'est un groupe. 3 cafés gourmands, Anthony? Non. Les négresses vertes? Non, plus jeune. On se rapproche. Manon Négresse verte. Manon Négresse. Oh, c'est terrible. J'avais un doute entre les deux, promis. René, vous êtes impitoyable. Désolé, Corinne. Attention, c'est la balle de match. C'est la balle de match. Ah ouais, Extrait numéro 4. Marc Lavoine. Il est terrible. Bon, voilà. Il est terrible. Il n'y a pas un autre jeu où on peut avoir une chance de gagner? Vous savez, c'est un peu le point de vue des Jeux Olympiques. C'est comme si vous affrontez Teddy Riner en judo, ou alors, vous savez par exemple que sur certaines épreuves, contre Pogacar en cyclisme, vous n'y arrivez pas. C'est René Chiche. Bon, maintenant c'est chauffé, on joue. Alors, écoutez ce qu'on va faire. Il reste 3 extraits et Corinne va essayer de les trouver. Mais on joue aussi, là. Avec Lorraine. Non, juste pour vous montrer qu'elles sont capables. D'accord. Allez, c'est parti, extrait numéro 5, Corinne.
Je ne suis pas parisienne. On joue pas, hein? Non. Ah oui, elle a frisé, là. Je sais. Oui, alors c'est comment? Je vais le dire pour elle. La toute frisée. Avec Marie, Paul. Ouais, Marie-Paul Belle. Oui, Marie-Paul Belle. Elle est forte, hein? Elle est forte, Corinne. Hein? Il faut trouver, oui. Allez, on rigole pas, hein? Allez, encore un. Là, vous avez 2 chances parce qu'il y a 2 chanteurs. Allez-y. Vous en avez encore un là. Hein. Allez, c'est parti. Extrait numéro 6, si je me trompe pas. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Vous dites, Corinne? Ou Francal? Ou les deux. C'était en duo. Très bien. Vous êtes en train de faire le retour. La remontada. Et enfin, le dernier. Ça, si Anne-Lorraine ne répond pas, elle ne revient plus. Ah bah je m'en vais tout de suite. Écoutez. J'aime plus Paris. Je suis nulle en nom, moi. Oui, Thomas Dutronc. Bravo, Corinne. Et Anne-Lorraine. Et pas Anne-Lorraine. Bravo, Corinne. Toute seule. On va dire que sans la rapidité de René, vous étiez sur leur basque. Victoire donc de René et de l'excellent Joseph Touvenel. Qui a été remarquable. Moi, je suis le conseiller spirituel. Qui a été remarquable. Bravo. Ils ont été meilleurs. Évidemment. Ils ont Allez, été chers meilleurs. auditeurs, si vous voulez jouer avec nous, vous le savez, c'est le 0826 300 300. Dans un petit instant, ça va être, il y aura dans 10 minutes surtout le tour de table de l'actu. Puis dans un instant, c'est Vous avez la parole avec Félix Mathieu. On va parler de la panne informatique mondiale qui paralyse pas mal de gens. Allez, restez avec nous, à tout de suite. Paris d'Audiard, dès aujourd'hui, voir celui des diards. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Sud Radio. Vraie Voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Frédéric Brindel. Allez, un petit rappel de nos vraies voix du jour, Frédéric. Oui, Anne-Lorraine Rousseau, René Chiche et Joseph Touvenel sont avec nous prêts. Eh bien, c'est parti pour Vous avez la parole avec Félix Mathieu. Alors Félix, vous allez revenir sur la panne informatique qui a paralysé des aéroports, des gares, des bourses, des chaînes de télévision ou encore des banques dans le monde entier aujourd'hui. Tout ça à cause d'une raison, d'une seule cause, une mise à jour d'un logiciel partenaire de Windows, mise à jour qui ne s'est pas passée comme prévu, de toute évidence, et qui donc a fait planter tous les logiciels de travail utilisés dans tous ces secteurs. Alors, selon les toutes dernières nouvelles, finalement, ce soir, la cause a pu être identifié, un correctif envoyé. On va voir dans la soirée, final, si tout rentre dans l'ordre. Pour en parler, nous sommes censés être avec un spécialiste des questions de cybersécurité. On essaye de le joindre. Le fondateur du site zatas.com, Damien Bancal. Bon, visiblement, là, il y a pas je crois que je te viens de la faire. J'allais vous dire que peut-être que le standard ou le système téléphonique de Monsieur Bancal fonctionne sur Windows et ce qui illustre quelque part le sujet dont on est censé parler. On va faire un petit tour des vraies voix du coup. Oui, parce que je crois que René Chiche a été directement touché dans son entreprise. Oui, ce matin. Alors, je ne sais pas si c'est Anne-Lorraine aussi, parce qu'elle est en presse écrite comme nous. C'est ma cyberattaque. Mais ce matin, en plus, ça tombait très mal, nous, parce que nous étions en bouclage. Et vous savez, maintenant, on envoie par les fichiers à l'imprimeur. Et pendant 2 heures... Par email, vous voulez dire? Oui, des petits fichiers pour l'imprimeur maintenant. Et pendant 2 heures, on était, mais vraiment carrément bloqué de tout, quoi. Et, bon, ça s'est passé au bout de 2 heures. Mais pour revenir à ce dossier, justement à ce sujet, ça montre quand même la grande dépendance qu'on a tous en France et même en Europe par rapport à ces géants américains. J'ai envie de dire mondialement. Ah oui, non, bien sûr. Mais là, comme on est à Paris, en France, c'est c'est vrai. C'est vrai que ça montre la grande. Et je comprends pas qu'on n'ait pas encore de géants qui puissent comme ça concurrencer tous ces Microsoft, Apple, pour qu'on dépende un peu moins d'eux, quoi, parce qu'on s'en rend compte qu'on dépend d'eux, même nous, dans notre vie quotidienne, en fait. Anne-Lorraine Rousseau, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est quand même un peu dépendant complètement. Complètement, mais c'est ce que vous disiez, je pense que c'est ce qu'on se rend compte tous de ça. Après, on peut relativiser aussi en se disant que ça arrive pas tous les 4 matins non plus. Oui. À voir après ce qui s'est vraiment passé, si c'est le blocage d'une journée, bon... Heureusement, ce qu'on disait tout à l'heure, heureusement, c'est pas en plein JO avec les duplex de télé et tout le bazar et toute la sécurité à mettre en place. Dans une semaine pile, ça sera la cérémonie d'ouverture. Donc on espère qu'il règle le problème, mais oui, c'est certain. Mais après, qu'est-ce qu'on peut y faire? On est tous dessus, on est tous Apple, Microsoft. Joseph Touvenel. Ça devrait nous appeler à plus de modestie. On entend des gens qui nous disent depuis des mois qu'ils ont la capacité de faire un surhomme, un homme augmenté, etc. Et on voit qu'on construit des systèmes d'une très très grande fragilité. Oui. Ça peut être un problème humain, nous dit-on, ça peut être une attaque, mais imaginez si nous sommes privés d'énergie, privés d'électricité,
tout s'arrête. C'est-à-dire que notre société très moderne est une des sociétés les plus d'une fragilité comme on l'a jamais connue. Oui. Jamais. Et alors, par contre, on a l'impression qu'il n'y a pas de plan B. On a l'impression que, on laisse faire, on se dit, pour le moment ça tient, pour le moment ça tient, pour le moment ça tient, jusqu'au jour où ça ne tient pas. C'est une belle approche philosophique. Et si jamais ça ne tient plus, qu'est-ce qu'on fait? Et on rentre chez nous, on fait une sieste. On fait du feu. On rentre chez lui, sauf s'il a pris une maison tout automatisée. Qu'est-ce que vous voulez dire? La question, c'est tout d'un coup, si notre smartphone ne marche plus, si la télé ne marche plus, si Internet ne marche plus dans le monde, que va-t-il se passer, quoi? C'est une très bonne question à laquelle, franchement, à laquelle je peux pas répondre. Mais c'est vrai qu'on est tellement dépendant. C'est marrant parce que quand on ne vous demande pas de parler, vous coupez la parole. Mais quand on vous pose la question, cette question est compliquée. Ça va bien au-delà de ça, ça va au-delà des téléphones, des télévisions, ça veut dire qu'il n'y a plus de distribution d'eau, par exemple. Voilà. Parce que tout est automatisé. Ah oui, c'est vrai ça. Et oui, ça veut dire que vous ne pouvez plus appeler les hôpitaux, ça veut dire que les hôpitaux ne peuvent plus gérer les lits dans les hôpitaux. Vous voyez jusqu'où ça va? Plan B. Ah oui, d'accord. On parle souvent du nucléaire. On parle souvent du nucléaire, de l'arme nucléaire en guerre, mais je pense que ces attaques où on coupe toute l'électricité, où on coupe tous les réseaux... Franchement, je pense que c'est ça qui peut faire beaucoup plus mal à une population. Qu'une bombe, quoi. Qu'une bombe, je pense. Ça peut être une idée. Bon, moi, ça tue moins. Ça tue moins, mais ça met en grande difficulté. Par contre, il paraît que cette panne va coûter une fortune à Microsoft, même s'ils ont les moyens. Ça va coûter une fortune. Tu sais qu'il y a en 2021, lorsqu'il y a eu une grosse panne Facebook, là, il y a eu une grosse panne sur Facebook Meta. Même là récemment, sur Instagram. Et en 2021, ça leur a coûté 6 à 7 milliards à rembourser. Vous savez, tous les gens qui avaient été toutes les entreprises qui avaient été touchées. Bon, a priori, ils ont les budgets, on va pas Ils ont les budgets. On s'aperçoit que tout ça est un peu bancal, donc tout à fait. Donc nous ne l'avons pas vu. Vous l'aurez refait. Les vrais voix sont tellement experts de tout. Allez, vous restez avec nous. Le tour de table de l'actu des vraies voix, c'est dans pas longtemps. 0826 300 300. Si vous avez un truc à dire, un coup de gueule, whatever, ce que vous avez envie de dire, on est là. Restez avec nous. On revient dans un instant. On attend là. L'actu des vraies voix. Ils sont remontés. Ils sont chauds. Les trois. Allez, c'est parti. Dites, vous avez envoyé les actualités. Vous venez les voir dans la cabine. Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Allez, Anne-Lorraine Rousseau, on commence par vous. On va parler du Shifumi. Tiens, mais c'est de qui ça? C'est qu'a fait un Shifumi? C'est François Piquemal, un député de la France Insoumise, qui a fait un Shifumi au député du Rassemblement National Flavien Termet pour ne pas avoir à lui serrer la main. Et il a même tweeté, finalement, même au Shifumi, à la fin, c'est le Front Populaire qui gagne. Donc un peu drôle, mais en même temps, ça montre quand même le niveau de nos députés du nouveau Front Populaire et particulièrement de la maturité, vous voulez dire, c'est ça? Complètement de maturité. On l'avait déjà vu de toute façon à l'Assemblée nationale, ça faisait un bout de temps qu'on voyait une classe de 3e, voire moins. Un peu moins, j'aurais dit. Voire peut-être moins. Peut-être qu'en 3e, faudrait peut-être qu'ils aillent faire un tour en 3e d'ailleurs pour voir comment ça se passe. En tout cas, voilà, c'est ce geste, moi, que j'ai retenu par rapport à la journée d'hier. Et aussi, je pouvais pas ne pas parler aussi de Sébastien Delogu, qui a d'ailleurs intimidé le pauvre Flavien Termet, qui a 22 ans. Et le Marseillais qui arrive en banlieusard marseillais et qui intimide en disant t'es fada, toi t'es fou, parce que il lui avait proposé de lui serrer la main. Donc on en est là. Donc je trouvais ce passage assez déplorable et je doute qu'il y ait des conséquences sur eux. En fait, je trouve qu'on passe assez vite sur ce genre de geste et je me dis que quand on a un comportement comme ça qui est complètement au-delà de la courtoisie de primaire en fait, de serrer la main à quelqu'un qui nous l'attend, je me dis qu'on devrait rester militant et peut-être pas s'engager en politique si on est incapable, parce que je veux bien que dans les couloirs ils ne se parlent pas, ils ne se serrent pas la main, mais quand on est dans l'hémicycle et qu'on vote, boivent des verres ensemble. Oui, la buvette, je pense que rapproche pas mal et on n'en sait pas assez là-dessus. Donc voilà, la preuve de plus que l'intimidation, la censure et les violences en fait, parce que c'est quand même, on ne peut appeler ça une violence, se trouve quand même toujours du même côté. On rappelle, juste Judith, on rappelle donc c'est hier, tous les députés défilaient et il y a la question de ce jeune député Rassemblement National qui systématiquement aussi présente sa main alors qu'il sait qu'il va y avoir un refus. Donc il y a aussi quand même un jeu des deux côtés. C'est juste ce que je voulais dire, Judith. Pas de problème, Frédéric. Merci, Judith. Mais sa mission était de tendre la main. Joseph Tournel, j'ai envie de dire qu'on perd un peu les essentiels, c'est-à-dire que tout d'un coup le Shifumi à l'Assemblée, on peut aussi parler des tenues dont on avait entendu parler il y a quelques semaines, etc. Il y a une espèce de déconstruction en fait de l'image du député, de ce que doit être en fait l'image que donne l'Assemblée nationale au public finalement, qui est un petit peu désespérante. Anne-Lorraine l'a très bien dit, à la fois c'est une gaminerie,
Donc c'est pas la place à l'Assemblée nationale de faire des gamineries, la cour de récréation peut-être. Hein. Mais sur cette affaire de refuser de serrer la main, il y a 2 niveaux. D'abord, ce jeune député, donc c'est un élu de la nation. Comme les autres. Ouais. Et en plus, là, il représente l'institution. S'il est là, c'est pas par hasard. Il représente l'institution. Il est secrétaire. Donc, il doit veiller au bon déroulement pour l'institution. C'est un manque de respect pour l'institution et c'est un manque de respect humain. On peut avoir des désaccords profonds. Mais le geste de se serrer la main, c'est de reconnaître l'autre comme un autre être humain. Et derrière, je trouve qu'il y a beaucoup de haine, à la fois de méchanceté. Moi, j'imagine les parents de ce garçon très fiers de voir leur fils de 22 ans qui arrive à l'Assemblée nationale, il est encore étudiant, toute leur fierté, se dire mais pourquoi on refuse, pourquoi on traite notre enfant comme ça? Parce que 22 ans, c'est un grand enfant. Mais d'ailleurs, il ne s'est pas démonté. Hein. Je trouve que c'est lamentablement significatif, mais ça ne m'étonne pas quand ça vient de gens qui sont aussi antisémites, c'est-à-dire qui, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas leur religion ou qui sont juifs, faut dire les mots, sont prêts à ce que des gens qui sont des terroristes du Hamas les assassinent. Ça les a pas gênés. Je comprends que pour eux, le respect humain, ce soit rien. René Chiche, ils ne sont pas serrés la main parce qu'ils avaient peur d'attraper le Covid? Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Non mais en plus, je suis tout à fait d'accord avec Anne-Lorraine et Joseph. Mais en plus, les gens d'LFI, enfin les députés, les dirigeants d'LFI veulent gouverner la France. On est bien d'accord. Déjà, le fait de ne pas vouloir serrer la main d'un député, même au Rassemblement national, qui représente la France. C'est-à-dire qu'en fait, si ils veulent gouverner, ils ne veulent gouverner que pour une partie des Français, visiblement, en ne serrant pas la main de ces gens du RN. Je trouve ça très insultant pour leurs électeurs RN de leur propre circonscription qui font partie de... C'est insultant pour les électeurs, c'est insultant pour eux, mais même pour la République, pour la France. Parce que... Et dernière chose, je vous ai juste rajouté quelque chose, c'est que par rapport à ce non-serrage de main, il y a pas... ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'il y a... Pourtant, je ne suis pas pro-RN. Il y a aussi Agnès Pannier-Runacher. Voilà, bravo. Il y a aussi quand même une ancienne ministre, enfin une ministre d'ailleurs, qui est toujours ministre, Agnès Pannier, et aussi Boris Vallaud. Quand même quelqu'un de modéré. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, comme vous, j'imagine, j'ai déjà serré la main de Philippe Ballard, de Sébastien Chenu, même de Marine Le Pen. C'est pas ça qui m'a empêché, tout d'un coup, de devenir militant RN ou Enfin, c'est incroyable. C'était absolument écœurant. Et j'espère qu'il y aura des mesures qui seront prises par la nouvelle présidente. Oui, parce que on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a l'histoire effectivement du Shifumi. Alors bon, du coup, on sait pas qui a gagné. Comme a dit Anne-Lorraine. Comme il tendait la main, j'imagine que c'était une feuille, donc il a perdu. Voilà, feuille, ciseaux. Pierre, donc ces gens ne veulent gouverner que pour eux, finalement, et non pas pour toute la France. Eh bien, René Chiche, vous avez la parole, ça tombe bien. Alors moi, attendez, je vous lance, bon sang. Qu'est-ce que vous prenez avant l'émission, René? Qu'est-ce que vous prenez? Il carbure à la caféine. Buvez trop de Coca-Cola. Du tout en plus. On ne dit pas les marques à l'antenne, c'est pas bien. Alors, les faiblesses de la sécurité, c'est ça dont vous voulez nous parler. Oui, alors, dans le métro, dans le bus ou dans les trains. Ou chez vous aussi. Ou chez moi. Non. D'habitude, le vendredi, j'essaye de faire quelque chose. Le vendredi, j'essaye de faire quelque chose d'un peu de culturel, de festif. Ouais. Alors, il se trouve qu'hier, j'ai eu un long entretien avec un ancien expert du ministère de la Défense qui travaille dans le privé, qui nous écoute d'ailleurs. Il adore les vraies voix. Je peux le saluer. Il s'appelle Noël. Je donne pas son nom. Il s'appelle. Son prénom, c'est Noël. Je peux pas dire son nom de famille pour des raisons. Rien à voir avec la fête. Non. Ministère de l'Intérieur, on comprend pas. Voilà, ministère de la Défense. De la Défense, encore mieux. Et c'est vrai qu'on a évoqué un dossier qui d'ailleurs était un petit peu en rapport avec ce qu'on a parlé de la sécurité tout à l'heure, c'est que il y a un gros problème quand même dans la sécurité dans le métro, dans le bus ou dans les trains en France, c'est-à-dire qu'on ne contrôle, je sais pas si vous avez remarqué, on ne contrôle jamais aucun bagage, aucun sac. C'est-à-dire que vous rentrez dans un train, vous mettez votre sac n'importe où, il n'y a pas de portail de sécurité, il n'y a pas de scanner à rayon X. Or, vous savez qu'il y a, en 96, sous Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et Ségolène Royal, ministre des Transports, il y avait un projet qui avait été mis en place pour essayer d'instaurer ce genre de sécurité quand même très très importante, moi je trouve. Parce que je sais pas si vous prenez parfois le métro, moi ça m'arrive assez souvent quand même. Tout le temps. Voilà. Oui. Mais je sais pas, mais il n'y a aucune sécurité, contrairement à certains pays. Par exemple, là j'ai fait un récent voyage, non seulement en Israël, mais aussi même
à New York, qui commence à mettre des portails de sécurité dans certaines stations avec des rayons X pour les bagages, pour même la moindre mallette. Vous allez en Israël, à la moindre gare, vous rentrez, il y a déjà 2 agents de sécurité, vous allez me dire c'est un pays en guerre. Bon, Israël, oui, non, mais je suis pas d'accord. comparer la France et Israël. Il faut s'en inspirer. Il faudrait s'en inspirer parce qu'en France, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quand même eu un attentat il y a bien longtemps dans le Paris-Toulouse, mais il y a aussi un autre attentat en 2015. Dans le métro en 1995, enfin dans absolument, le Saint-Michel. Eh bien, et alors justement, et cet expert m'a dit que c'est un dossier qui actuellement inquiète sérieusement, en plus avec actuellement les Jeux Olympiques, les vacances, qui inquiète sérieusement les autorités, mais que ils n'ont pas trouvé de parade. Alors, la raison invoquée à l'époque par la SNCF qui a fait du lobbying pour que ce projet n'aboutisse pas, qui était vraiment porté à fond par Cazeneuve et Ségolène Royal à l'époque, hein. Donc on peut quand même les féliciter pour ça. Mais c'était une question purement commerciale, parce qu'ils avaient peur que ça crée des bouchons. Vous savez, des... Oui, c'est... Mais non, mais c'est absolument... C'est la fluidité des accès. Mais oui, mais ça peut réponse peut-être. Mais ça peut se régler. Ça peut se régler parce qu'il y avait des experts qui avaient dit il suffit de dire aux passagers d'arriver un peu avant leur embarquement, dans les aéroports. Oui, mais pour le métro. Dans le métro, on est pressé, René. Mais non, mais attendez, on va pas tous les... Vous mettez votre sac sous un portail, ça passe, hein. Ça dure 5 secondes, 10 secondes. Et si ça fait bip, parce que dedans, il y a quelque chose à faire, par exemple. Et alors, pour des questions de sécurité... Donc qu'est-ce qu'on fait? La personne attend, tout le monde derrière attend. Mais pour une question de sécurité, c'est très important. Moi, je veux bien, je le prends après. Et comme m'a dit Noël, cet expert hier, vous verrez qu'un jour, dans le train... avec tous les bagages qui se mettent alors qu'il n'y a aucune sécurité, écoutez, je veux rien dire, je veux pas créer de mauvaises vacances. Merci beaucoup René Chiche. Joseph Tounel, vous allez nous parler de quoi, vous, dans un instant, juste un mot, l'essai a été fait après l'attentat de Bruxelles. Non, faut faire vite. Le problème, c'est que René nous fait un train à chaque fois. C'est quoi votre sujet, à venir? Eh bien, moi, je vais vous parler du salaire minimum. Eh ben voilà, restez avec nous. Et des contradictions qu'on a avec le salaire minimum. Les vraies voix de l'été continuent avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Et on continue avec vous, Joseph Tounel. Vous nous parliez de la polémique sur le salaire minimum autour de ce salaire. Oui, parce qu'on en parle beaucoup, mais on n'a pas le vrai débat, je trouve. D'abord, la première des choses, c'est comment réhabiliter la valeur travail. Si le travail a une valeur, le travail a un prix. Ce prix, ça doit être de pouvoir vivre dignement de son travail. Et c'est pas nouveau, hein, saint Thomas d'Aquin, XIIIe siècle, chacun de par son labeur de pouvoir vivre dignement, lui, sa famille est épargnée. On est au Moyen-Âge, voilà déjà le souci affirmé. Est-ce que quand je touche aujourd'hui le salaire minimum, je peux vivre dignement? La réponse est non. Donc si je veux réhabiliter la valeur travail, il faut que je fasse un effort. Donc passer à 1 600 € net, ça me paraît pas délirant. C'est 10,50 € par jour. En plus, je parle bien chargé. Coût pour l'entreprise, moins de 263 € par mois. Alors on va me dire, oui, mais ça fait exploser. Les gens au salaire minimum, c'est 18% des salariés en France. 18%, et quels sont ces salariés? Ces salariés, ce sont les gens du nettoyage, du gardiennage, des services à la personne, donc ceux qui sont dans les EHPAD ou qui vont voir les personnes âgées ou dépendantes chez elles, l'hôtellerie, la restauration, des métiers où on manque de monde, où tous les matins les patrons nous disent mais ils sont pas là, on n'arrive pas à embaucher, les mêmes qui nous disent la règle doit être l'offre et la demande. Alors si la règle est l'offre et la demande, comment se fait-il qu'ils augmentent pas les salaires? Et donc c'est là où on voit les contradictions sur on est attaché à la valeur travail mais on veut pas la payer. La règle c'est l'offre et la demande, mais quand ça touche des salariés qui travaillent durement, ça n'existe plus. La tendance a quand même commencé à s'inverser, notamment dans la restauration. Oui, ou dans la convention collective de la restauration, ils ont énormément augmenté, ce qui me paraît juste humainement, vraiment revaloriser la valeur travail. Et il faut pas oublier que les smicards, c'est quand même que 18% des salariés en France. Même si augmenter le SMIC, ça en fait augmenter d'autres. Et je trouve que là, autant le programme de la nouvelle gauche, de LFI, etc., je le trouve aberrant au niveau économique. Mais sur ce point-là, ils n'ont pas tort. Si on est attaché au travail, donnons-lui une vraie valeur. Anne-Lorraine Rousseau. Je vous avoue que j'ai pas forcément, je suis pas assez calée en économie pour dire quoi que ce soit là-dessus, mais c'est un peu la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les charges patronales aussi. Je pense que il y a aussi voilà, faut suivre, et effectivement on le voit, le grand sujet des Français, c'est le pouvoir d'achat. C'est d'ailleurs le cheval de bataille de beaucoup de partis aujourd'hui, et je pense qu'il y a une vraie question là-dessus, et c'est pas inintelligent, mais tout dépend de la manière dont c'est fait. Effectivement, ça augmenterait aussi beaucoup d'autres salaires derrière. Est-ce que les entreprises peuvent suivre? Est-ce que c'est toujours le pari un peu de l'économie, c'est on
bouge un facteur, est-ce que le reste va suivre ou est-ce que ça va donner un résultat qu'on n'attendait pas? Mais sur l'histoire du pouvoir d'achat, il y a aussi quelques repères, c'est-à-dire le coût des énergies, le coût de la TVA, etc. Frédéric met le doigt sur quelque chose. Si on veut rendre service aux Français et aux entreprises, il faut baisser le coût de l'énergie. On le peut, puisqu'on produit l'énergie la moins chère en Europe avec le nucléaire, sauf qu'on l'a fait payer très cher aux entreprises et aux particuliers à cause de règles européennes. Même règles européennes dont le Portugal et l'Espagne se sont débarrassés. Donc c'est possible et ça rendrait du pouvoir d'achat et ça rendrait aux entreprises. Si mon boulanger a fermé, parce que mon boulanger a fermé, c'est pas à cause du salaire pour son commis, c'est à cause du prix de l'énergie qui l'a fait fermer. Oui, alors moi je suis d'accord avec un peu ce qu'a dit Joseph. Mais ça vous arrive d'être d'accord? Ouais, absolument. Non, mais par exemple, effectivement, autant je n'aime pas du tout LFI, j'exècre LFI, mais je trouve que sur ce point-là précis du salaire minimum, je trouve que c'est quand même un point crucial aujourd'hui, parce que c'est vrai que les gens aujourd'hui avec le montant qui est le SMIC, c'est vraiment impossible à vivre. Mais moi, je trouve, je sais pas, c'est une idée qui était un peu dans les airs il y a quelques années. On voulait parfois, on pensait parfois à instaurer un SMIC, parce que quand on habite à Paris, c'est pas la même chose que quand on habite, vous voyez, je sais pas, à Limoges ou dans une petite. Instaurer un SMIC régionalisé. Ouais. Moi, je trouve qu'il faudrait, pourquoi pas, essayer de creuser cette idée, parce qu'effectivement, lorsqu'on vit à Paris, c'est impossible de vivre avec un SMIC. C'est impossible. Même si on est seul, c'est impossible vu le prix des logements. Déjà, il n'y a pas un loyer qui est moins cher qu'un SMIC. Moi, je trouve cette idée. Vous voyez, ce qui manque, je trouve, un peu dans les programmes politiques aujourd'hui, c'est qu'ils sont trop prévisibles. Ça manque un peu d'idées. Et par exemple, cette idée de SMIC régional ou de bas salaire, vous voyez, un peu. Ben, je trouve qu'on devrait creuser et on devrait s'adapter en fonction de la vie quotidienne de chacun. Moi, je trouve que ça serait une idée. Pour conclure sur votre tour de table, constitutionnel. C'est une idée qui peut paraître civilisante, mais on ne peut pas la mettre en place parce qu'on prend l'endroit où la personne travaille, où la personne habite, où est le siège de l'entreprise, et on voit toujours là les difficultés et ça devient ingérable, même si l'idée est censée. Dernière chose, si je peux me permettre, Joseph, je me demande en plus si ça serait constitutionnel de faire ça. Comme ça, c'est jouable. C'est comme les différences dans les conventions collectives. Mais dernière chose, si j'augmente le salaire minimum, il y a des gens qui bénéficieront de moins d'aide de l'État. Et moi, je préfère qu'on vive de son travail plutôt que des aides sociales. Je suis d'accord. Merci à vous trois pour votre tour de table. Dans un instant, le coup de projecteur félicité par le camp gouvernemental et salué par la droite républicaine. L'élection de Yaël Braun-Pivet au perchoir de l'Assemblée nationale suscite l'indignation de la gauche et du RN. Pourtant, malgré les critiques, les députés ont voté et le vote est un outil non négociable de la démocratie. Elle était présidente de l'Assemblée nationale, puis il y eut la dissolution voulue par le président de la République. Résultat, la baisse du nombre de députés pour son camp politique et pourtant, elle est de retour sur le perchoir. La question est posée sur le compte X de Sud Radio. Empressez-vous d'y répondre. #Assemblée nationale. L'élection de Yaël Braun-Pivet est-elle une victoire d'Emmanuel Macron? Et vous nous dites oui à 65%, chers auditeurs. Vous continuez à réagir sur le compte X de Sud Radio et à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Coup de projecteur. Alors, on vous les rappelle, Joseph Touvenel, vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social. René Chiche, le directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. Anne-Lorraine Rousseau, journaliste pour Valeurs Actuelles. Et c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Les engagements que nous devons prendre sont immenses parce que les attentes de nos compatriotes sont immenses. Nous ne pouvons pas les décevoir, a déclaré Yaël Braun-Pivet juste après sa réélection en tant que présidente de l'Assemblée nationale hier. Félicitée par le camp gouvernemental et saluée par la droite républicaine, cette élection ne plaît évidemment pas à la gauche qui déplore une alliance contre nature et un coup de force quand le RN pour sa part parle de combine et d'un spectacle navrant. Sans oublier le parti à droite de Éric Ciotti qui parle carrément d'un hold-up démocratique. Mais les résultats sont là, chers auditeurs. Le vote des députés reste un pilier inaliénable de la démocratie, tout comme son résultat en République. C'est le moment. Parlons vrai. La gauche a bien cru prendre la main à l'Assemblée au soir du 7 juillet. Avant le deuxième tour des législatives, le Rassemblement national pensait être assuré d'occuper le perchoir. Et au bout du compte, c'est toujours Yaël Braun-Pivet et le groupe présidentiel qui occupe la fonction la plus importante de l'Assemblée nationale. Et nous sommes bel et bien après le 7
17 juillet. C'est la question du coup de projecteur en ce jour d'élection à l'Assemblée nationale. L'élection de Yael Braun-Pivet est-elle une victoire d'Emmanuel Macron ? Ce à quoi vous nous répondez oui à 65%, chers auditeurs. René Chiche, on est d'accord ? Alors moi, écoutez, moi franchement, je dis chapeau l'artiste à Emmanuel Macron. Non mais sérieusement, tout est parti d'une décision désolante. Pourtant, moi je suis plutôt pro-Macron, hein, sans être un militant. Plutôt pro-Macron, moi, oui. Cette décision de la dissolution était terrible. Et on prédisait un sort plus que funeste, là, après les résultats des élections. Mais là, arriver avec finalement à retourner une situation qui n'est pas finie, en plus, à mon avis, parce que je vais terminer rapidement, vous inquiétez pas. Là, déjà, Yael Braun-Pivet au perchoir. Le gouvernement, certes, est démissionnaire, mais vous allez voir qu'il va réussir à constituer, à mon avis, sa majorité, certes relative, mais ce qui a été le cas durant les 2 premières années de son second mandat, avec LR. Il va ramener quelques sociodémocrates, quelques écolos modérés. Il va finalement tenir, à mon avis, moi je dis chapeau l'artiste. Alors, juste une parenthèse, parce que normalement et au cours de ce débat, nous avions prévu de vous annoncer le nom des questeurs, des vice-présidents, oui. Sauf que 10 enveloppes se sont retrouvées en trop dans les urnes à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire hier, c'était le Shifumi dont Anne-Lorraine Rousseau nous parlait. Là, c'est les origamis. Voilà. Donc là, il y a 10 enveloppes de trop, donc le premier tour pour les postes clés est annulé. Et ben voilà. Alors Joseph Touvenel, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? C'est une victoire de notre président Oui, s'il avait été l'initiateur, mais pas du tout. Il a été complètement dépassé par les événements qu'il avait provoqués. D'ailleurs, celui qui en parle le mieux, c'est sans doute son encore actuel Premier ministre, Gabriel Attal, qui nous a dit déjà que lui, il était pour rien dans la dissolution. Et qui nous a dit il y a 2 jours aussi qu'il allait travailler avec son groupe, puisqu'il est aussi président de groupe, à apaiser et à rassembler. Ce qui veut dire, à contrario, qu'Emmanuel Macron n'a pas été capable d'apaiser ni de rassembler. Après ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, les députés savent qu'on fait des majorités. Il y avait un bloc, le bloc RN avec Ciotti, et puis 2 gros agrégats, parce que de l'autre côté, c'est plus compliqué. La gauche, un agrégat entre LFI et socialistes modérés, c'est pas la même chose. C'est pareil au centre. Ce qui a été fait, c'est quelque chose qui permet d'avoir une présidente, ce qui est bien, parce qu'on a besoin de faire fonctionner nos institutions. Donc je trouve que c'est bien pour la France. Après, quand on dit magouille, non, c'est des accords. Ce sont les accords comme ça se passe dans toutes les démocraties. Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est de voir si le Rassemblement national aura des places dans le bureau de l'Assemblée. S'il n'a pas de place dans le bureau de l'Assemblée, c'est à mon sens un déni de démocratie. Puisque le règlement de l'Assemblée précise juste que au bureau, on doit être représenté en fonction de l'importance des groupes. Mais moi, je suis favorable que le RN, bien sûr, ait des postes à la direction de l'Assemblée. Nous revenons à vous, les vraies voix, mais ça réagit au 0826 300 300, au répondeur, Sud Radio, au téléphone. C'est Renaud de Rodez qui est avec nous. Bonsoir, Renaud. Bonsoir, Renaud. Bonsoir, Sud Radio et les vraies voix. Alors, Bonsoir. victoire ou pas victoire d'Emmanuel Macron ? Eh bien, écoutez, ni l'un ni l'autre. Donc, très honnêtement, mon point de vue, c'est ni l'un ni l'autre. Parce que, franchement, moi, je pense que dans les 12 prochains mois, et une fois de plus, ça n'engage que moi, je pense que là, on va se retrouver avec la même bordélisation qu'on a eue pendant 2 ans, que Yael Braun-Pivet n'y changera rien. De toute façon, elle a été élue avec très peu de voix d'écart. On sait très bien d'où viennent les voix qui lui ont permis de revenir au perchoir. Hein. Selon moi, c'est les LR qui vont faire en sorte. Aujourd'hui, moi ce que je trouve formidable. Bon, en plus du bourrage d'urne à l'Assemblée nationale, qui est phénoménal hein, quand même. Hein, l'encre de la démocratie, le lieu saint de la démocratie, on arrive à avoir des bourrages d'urne. C'est magnifique. Hier, on se retrouve avec des NFP dans leur ensemble sortis du résultat du perchoir,
qui vous sortent, oui, un déni de démocratie, etc., etc. Ce qui a été complètement rocambolesque, quand on voit les accords au second tour de ces législatives anticipées, pour faire ce fameux, entre guillemets, barrage républicain. Oui. Bon, contre le Rassemblement national. Bon, si le Rassemblement national était un parti anti-républicain, déjà, on ne permettrait pas que ce parti existe. Déjà, il a des électeurs, donc ceux qui y sont, voilà, et légalement. Bon, effectivement, Renaud, donc peut-être une réaction à ce que vous dites avec Anne-Lorraine Rousseau. Mais écoute, moi, ce que je vois, c'est que on a une victoire quand même qui est très limitée. Alors certes, on est d'accord qu'il a très bien réussi son coup, on s'y attendait pas forcément, ils ont tous flippé que ce soit André Chassaigne et ils ont réussi à remettre la même tête. Mais de toute façon, il y a une chose, c'est que je pense qu'il y a une cocotte minute et qu'elle va pas tarder à exploser et les Français le voient. La deuxième chose, c'est que Macron a gagné quoi ? Le droit à la limite de ne pas mettre de France Insoumise dans son gouvernement avec cette présidente d'Assemblée, peut-être. Le NFP qui crie au vol, mais qui finalement a aussi participé à ce vol dans les urnes en se désistant pour faire barrage au Rassemblement national. Et la dernière chose, c'est les Républicains qui se sont alliés dans cette circonstance aux macronistes et qui signent leur arrêt de mort parce que là, c'est bon, c'est tout vu, on voit clair dans leur jeu. Ou alors une place dans le gouvernement aussi. Oui, mais bon, dans tous les cas, ils ont avec cette alliance récupéré 213 voix, ça fait pas une majorité. Franchement, je pense qu'ils vont plus se perdre qu'autre chose en faisant ça. Mais si on peut parler un petit peu technique, contenu aussi maintenant, Joseph Touvenel, parce qu'elle parle d'engagement, il y a le Braun-Pivet, mais selon vous, qu'est-ce qu'elle doit prioriser pour répondre à ces attentes immenses des citoyens qu'elle mentionne elle-même ? D'abord, c'est pas elle, le gouvernement, attention. Oui. Mais elle a réussi à faire une majorité relative. Oui. Et c'était un bon discours hier aussi qu'elle a donné. Oui, elle a été applaudie de toutes parts. Elle n'a pas été mauvaise comme présidente. Et donc elle arrive à faire un équilibre qui est là un équilibre de centre-droit. Ensuite, c'est les groupes parlementaires et le gouvernement qui vont amener soit des propositions de loi, soit des projets de loi. Elle, ça sera un peu l'arbitre pour que ça se passe bien. J'espère que ça se passera bien. Donc sa priorité, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Avec des priorités qu'on connaît tous, quel que soit. C'est le pouvoir d'achat, c'est la sécurité, c'est l'immigration, déjà, et la santé. Si on arrive et l'éducation, si on arrive à aller sur ces 5 priorités, on aura fait un grand pas en avant pour la France. René Chiche. Merci. Alors déjà, je suis d'accord avec Joseph. Absolument. Quand vous disiez qu'il n'est pas à la baguette de cette opération Macron, bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que finalement, même s'il n'a pas été à la baguette de cette opération, il s'en sort finalement, comme l'a dit Anne-Lorraine, je trouve quand même comme un vainqueur. C'est un sacré coup politique quand même. Mais exactement. Mais faut voir le résultat. Il n'y a que le résultat qui compte. Oui, exactement. C'est les résultats qui comptent. Parce qu'en politique, finalement, c'est toujours le résultat qui compte, au-delà des projets, des idées, des programmes. Et il est limité, ce résultat, parce que ce qu'on disait, la présidente de l'Assemblée nationale, c'est pas tout. Non, attendez, justement, je termine. Déjà, pour Yaël Braun-Pivet, bon, c'est bien qu'elle ait été réélue, mais finalement, vous voyez, moi, je trouve pas qu'elle ait été une grande présidente durant les 2 ans, puisqu'on n'a pas arrêté de dire que l'Assemblée nationale était un bordel, pour reprendre l'expression. C'est pas de sa faute non plus. Non, mais excusez-moi, on a connu des députés, on peut en parler aussi. Non, mais justement, on a connu dans l'histoire, on a connu dans l'histoire des assemblées agitées aussi, peut-être pas dans le même esprit que l'agitation créée par LFI, mais on a connu des assemblées agitées avec des présidents d'assemblées qui savaient beaucoup mieux contrôler ces députés. Il y a eu des grands présidents comme Philippe Seguin, comme Henri Emmanuelli, comme Fabius, comme même François de Rugy. Il est une des vraies voix, était un bon président. Qui était là hier. Avant qu'il était là hier. Bonjour François de Rugy. Et donc, c'était hier. Mais il y avait parfois des députés, je me souviens des députés communistes qui étaient des véritables terreurs. Je me souviens d'un député communiste Maxime Grémetz qui était vraiment quand même un gros bulle terrier du communisme. Il fallait le contrôler. Jean Lassalle aussi, pas facile. Et pour répondre à votre question, chère Judith, concernant le rôle de Yaël Braun-Pivet, c'est vrai que le rôle du président, de la présidente de l'Assemblée n'est pas un rôle décisif. C'est pas que c'est un rôle, j'inaugure les chrysanthèmes, mais c'est un rôle finalement un petit peu de ressources humaines, de savoir gérer l'Assemblée, de recevoir les chefs. Mais sur les conséquences. Est-ce que ça veut dire
dire que déjà, Anne-Lorraine Rousseau, vous avez un petit peu vendu la mèche. Oui. Cette élection, elle dicte un peu la marche à suivre pour le gouvernement? Je pense que c'est ça, c'est plutôt la symbolique qu'il y a derrière, que ce soit Yael Braun-Pivet ou quelqu'un d'autre. Finalement, c'est pas vraiment ça qui importe, qu'elle soit bonne maîtresse ou mauvaise maîtresse, c'est pas ça qui importe. C'est surtout, voilà, je pense que le message reçu pour le nouveau Front Populaire, c'est qu'ils vont avoir une grande difficulté à avoir des personnalités de la France Insoumise, notamment, surtout d'ailleurs. Peut-être que le PS, ils vont s'en sortir s'ils se détachent justement un peu des Insoumis. Mais je pense que ça signe ça, en fait. Ça signe le fait qu'il ne va pas y avoir, en tout cas très peu certainement, de députés ministres du nouveau Front Populaire. Ah non, mais attendez, là, mais il n'y en aura aucun. Il n'y en aura aucun. Ah, mais les discussions étaient encore en cours. Mais là, en tout cas, ça montre que l'Assemblée ne... Vous parlez de quoi? De ministre du Front d'LFI? Non. Des Front Populaire, pas des LFI. Alors, les LFI, c'est sûr que non. Ah non, voilà. Mais du Front Populaire. Mais des socialistes, mais bien sûr, moi, à mon avis, Macron va vouloir mettre en place une majorité relative avec il va essayer de débaucher quelques députés sociaux-démocrates du PS, voire même quelques... Qui sont déjà en train de dire d'ailleurs qu'ils se voire même quelques écolos, parce que je me souviens durant Marine Tondelier n'est pas sourde à pouvoir... Il y a même quelqu'un comme Yannick Jadot qui pourrait très bien devenir ministre. Allez, chers amis, un gouvernement technique, on verra. On était bien avec vous, mais on a obligé de se quitter. Si vous me permettez, juste en 2 secondes. Alors, allez-y, vous faites la conclusion, René, mais en 10 secondes. Allez-y, top 10 secondes. Vraiment très court, parce que vous parliez du discours de Braun-Pivet. Bon, très honnêtement, elle a parlé de tout, bien évidemment, dans son discours, sauf d'immigration. Donc déjà, là, vous avez compris que ce ne sera pas la ligne directrice, de toute façon, de ce gouvernement-là provisoire. 5 secondes. Très honnêtement, et que de toute façon, c'est un copier-coller de Macron qui nous dit votre vote m'oblige. On vous aurait entendu. Merci, de Rodez. Bravo, allez, ça on a était tenu ce 10 soir secondes. avec Joseph Touvenel, René Chiche et Anne-Lorraine Rousseau. Nous, cher Frédéric, on se quitte ce soir, mais on se retrouve tous les deux le 26 août. Au mois d'août, vous serez là avant. Oui, juste après les JO. Moi, je fais un petit peu les JO. On vous fait des gros bisous. Merci à nos vraies voix du soir. À vous. Merci. Merci de venir. Merci à vous. Bonnes vacances à tous. Et bonnes vacances à tous. On vous embrasse. Et puis bon JO. Et puis là, on va retrouver Thomas Binet. Oui, c'est Thomas Binet. À tout de suite.